Le micro est-il efficace? Il semble. Très bien. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi une grande joie de vous accueillir toutes et tous ce soir pour ce débat qui nous réunit à l'occasion de l'exposition Humanité sans frontières, ne laissant pas des êtres humains se noyer. Vous la voyez d'ailleurs sur les côtés, elle est ici au Temple Neuf, mais aussi à Saint-Thomas, où nous l'avons inaugurée la semaine dernière. Le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies estime qu'à l'heure actuelle, ce sont plus de 110 millions de personnes qui se trouvent sur les chemins de l'exil, déplacées dans leur propre pays ou fuyant la guerre, la persécution, la misère ou la famine, dans l'espoir d'une vie meilleure. Parmi les réalités les plus choquantes de ce phénomène, malheureusement planétaire, les milliers de personnes qui se noient chaque année dans la Méditerranée, plus de 3000 en 2023, interpellent tout particulièrement nos consciences morales, mais aussi politiques. L'exposition documentaire qui témoigne de cette triste réalité montre aussi ce qu'il est possible de faire quand les bonnes volontés de celles et ceux qu'on appelle la société civile se mobilisent. Mais c'est évidemment aussi un enjeu politique qui se joue aux frontières de l'Europe. Quelle Europe voulons-nous? C'est la question qui va nous être posée dans quelques semaines. Voulons-nous une Europe forteresse qui ferme les yeux et renvoie à d'autres le sort de ces personnes, ou une Europe consciente de ce qu'elle est, de ses valeurs humanistes fondatrices et même de son propre intérêt, car elle sait que sa démographie ne peut se passer de la main-d'œuvre immigrée? Une des phrases choc de l'exposition, si vous avez le temps de la regarder tout à l'heure, vous le verrez, c'est, je cite à peu près ceci: avec chaque personne qui se noie dans la Méditerranée, c'est l'Europe qui coule. La question n'est bien sûr pas simple et ne peut pas se satisfaire de réponses simplistes, sous peine de tomber dans les travers que l'on reproche précisément aux partis nationalistes et populistes. Mais les réponses politiques ne peuvent pas être construites seulement sur des dispositifs technocratiques. Elles doivent être fondées sur une vision et des convictions éthiques et politiques. Les convictions qui sont à la base de l'exposition et de notre démarche sur plusieurs semaines, Humanité sans frontières, ces convictions sont notamment celles de l'éthique d'Albert Schweitzer, dont une citation figure au bas de chaque panneau. J'ai repris celle qui figure sous le panneau numéro 4. Je cite: « Si l'idéal, dans son conflit avec la réalité, est généralement écrasé, cela ne signifie nullement que l'idéal doive capituler d'avance, mais bien que notre idéal manque de force, parce qu'il n'est pas assez fortement enraciné dans notre cœur. » Sachons donc nous laisser interpeller par cette éthique du respect de la vie du grand Alsacien, dont la pensée reste étonnamment actuelle. Pour notre table ronde, nous y arrivons. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Fabienne Keller, députée européenne, ancienne sénatrice et maire de Strasbourg. Bon, à Strasbourg, on ne la présente plus, mais donc voilà, Fabienne, tu veux bien venir t'installer. On fait comme à la télévision, vous savez, quand on appelle les émissions. Nous accueillons ensuite le docteur Heinrich Bedford-Strom, ancien évêque luthérien de l'Église luthérienne de Bavière et ancien président de l'EKD, l'Église protestante d'Allemagne, et actuellement président du Conseil mondial des Églises, qui rassemble au niveau de la planète, au niveau mondial, les églises protestantes, anglicanes, orthodoxes, etc., et dont le siège est à Genève. Heinrich, si tu veux bien, tu viendras nous. Bienvenue. Et j'accueille aussi Ulysse Gounel, étudiant à Sciences Po,
co-responsable d'un réseau européen de jeunes, un jeune parti qui s'appelle Volt. Il nous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, que personnellement je ne connaissais pas, mais c'est l'occasion de le découvrir. Bonsoir. Nous devions également accueillir ce soir sur ce podium le docteur Pietro Bartolo, médecin et député européen de Lampedusa. Tout le monde connaît ce nom, évidemment, depuis les informations. Malheureusement, une urgence politique l'a contraint hier soir à quitter Strasbourg pour l'Italie, ce que je regrette profondément. Mais il sera avec nous, en fait il est déjà avec nous, à distance, peut-être qu'on peut maintenant... Voilà, ce Bartolo. Donc depuis la Sicile, merci à vous d'être des nôtres. On espère que la technique va être à la hauteur de l'enjeu. Notre table ronde bénéficiera donc de l'expérience du docteur Bartolo comme médecin dans cette île bien connue que je viens de nommer, de Lampedusa, mais aussi de son engagement comme député européen. Et comme lui, Madame Keller, Fabienne Keller, a participé activement au débat qui a mené à la récente adoption par le Parlement européen du pacte migration-asile qui concerne évidemment directement notre sujet. Je suppose qu'il en sera question un peu plus tard. Le docteur Heinrich Bedford-Strom, quant à lui, a activement soutenu, en tant que président de l'EKD, donc l'Église protestante allemande, l'engagement de son Église, notamment financier, en faveur du sauvetage en mer, à travers la collaboration avec l'ONG, l'organisation non gouvernementale United for Rescue. Et il n'a pas eu que des compliments pour cela. Beaucoup de critiques aussi, peut-être qu'il pourra en dire un mot. En invitant Ulysse Gounel, je termine par la jeunesse, étudiant et militant en faveur de l'Europe, nous voulions aussi être à l'écoute de la jeune génération sur les questions européennes. Enfin, last but not least, nous avons parmi nous M. Mohamed Al-Hamdine, si vous voulez bien vous lever, qui a été accueilli en France par le dispositif des couloirs humanitaires organisé par la Fédération de l'entraide protestante. Monsieur Wima Farzan, qui est aussi présent, nous présentera brièvement ce dispositif. Il y aura un temps dédié à cette partie de témoignage. Il nous présentera le dispositif et M. Al-Hamdine nous apportera son témoignage vécu de personnes accueillies, personnes réfugiées. Il nous a semblé en effet indispensable de ne pas nous contenter de discours sur les migrants, mais de leur donner la parole à travers l'expérience de l'un d'entre eux. Je vous souhaite maintenant à toutes et à tous une excellente et enrichissante soirée et je confie les rênes de notre rencontre au pasteur Rudy Pop qui nous accueille dans son église. Merci à la paroisse du Temple Neuf et à son pasteur pour cet accueil et qui animera donc notre table ronde. À toi, Rudy. Merci. Merci beaucoup à vous tous aussi d'être présents, n'est-ce pas? Nous avons préparé un échange d'abord sur le plateau et avec M. Bartolo à l'écran. Et ensuite, on a prévu aussi de vous donner la parole de manière à ce que vous puissiez vous exprimer dans la langue qui est la vôtre, puisque tout sera traduit et j'espère que vous faites un usage sage de vos casques. Nous sommes tous concernés personnellement, intimement, par ce drame qui est ici exposé dans l'exposition qui est visible à Saint-Thomas et au Temple Neuf. Humanité sans frontières, ne laissant pas des êtres humains se noyer. Et je me disais qu'il serait donc approprié d'entrer dans notre échange par la question de la manière d'être concerné personnellement dans sa conscience. Et je voudrais peut-être commencer par le docteur Bartolo à l'écran pour vous poser cette question. Comment est-ce que ces drames des réfugiés que vous avez vécus personnellement aussi à Lampedusa
interpelle votre conscience. Docteur, c'est à vous la parole. Et il sera traduit donc en français et en allemand. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Mi dispiace non essere presente, ma come ho detto prima, purtroppo sono Je suis très content d'être parmi vous ce soir pour parler ce soir du phénomène de la migration. En répondant à votre question, comment est-ce que ma conscience est interpellée? Ça fait depuis 30 ans que ma conscience est interpellée. Je m'occupe de ces personnes à Lampedusa depuis 30 ans. J'ai été le médecin de Lampedusa. Et pendant toutes ces années, j'ai assisté à tous les débarquements. J'ai vu toutes les souffrances. J'ai vu toutes les tragédies. J'ai là le nombre d'enfants morts, de femmes mortes, des choses immondes. Et j'espère que vraiment personne parmi vous ne devra jamais voir des choses aussi horribles. J'ai un record. Celui d'avoir visité, soigné, parfois sauvé beaucoup de vies. Plus de 350 000 personnes, notamment, pendant toutes ces années. Et j'ai encore un autre record dont j'ai un peu honte et qui me fait vraiment mal. Ce record aussi pour lequel d'autres devraient avoir honte, notamment en ce moment. Même le gouvernement italien devrait avoir honte et l'Europe aussi. Et ce record est d'être le médecin, d'avoir fait plus de vérifications cadavériques au monde. Vous savez combien d'enfants nous avons vus? Vous vous souvenez de cet enfant mort en Turquie qui a indigné le monde entier? Et le monde entier a parlé de cet enfant. Ben, moi, d'enfants comme ça, j'en ai vu des centaines. Personne n'a plus cette sensibilité. Nous nous tournons de l'autre côté, mais entre-temps, ces enfants continuent de mourir dans la Méditerranée, dans la route des Balkans, et personne n'en parle. Mais en réalité, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Ma conscience, donc, est interpellée par le fait d'être un médecin. J'ai prêté serment, le serment d'Hippocrate. C'était donc pour moi un devoir de prêter ce serment, mais je l'ai fait aussi en tant qu'homme et en tant que bénévole tel que je suis, parce que ça fait 20 ans que je suis bien sûr le médecin, mais aussi un bénévole à Lampedusa. Je pouvais tranquillement ne pas m'en occuper, mais ma conscience m'a appelé, m'a invité à faire ce que je devais faire, et j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie. Vous savez combien de temps j'ai pensé abandonner, et j'ai pas honte de le dire, d'abandonner quand je me suis senti inutile, quand je me suis senti impuissant, quand je vois que les choses ne changeaient pas, quand je me retrouvais face à un petit corps mort, je savais que je devais faire mon devoir. Et j'avais cette tâche horrible de prendre un bout de doigt d'oreille pour vérifier l'ADN. Donc, vous savez combien de fois je me suis interrogé et ma conscience s'est interrogée. Et je me suis dit, Pietro, tu dois faire ce que tu dois faire et ce qui est juste de faire. Tu es un médecin, tu es un responsable, tu es au premier rang de ce qui se passe. Tu sais ce qui va arriver, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est ma responsabilité de faire tout cela. Voilà pourquoi, pendant toutes ces années, j'ai fait des choix comme raconter, donner une autre narration de cette narration toxique qui a été faite de ces personnes-là. Tout a été raconté de ces personnes, que c'est des délinquants, des terroristes, des prostituées qui viennent ici nous voler le travail, qu'on leur donne 35 € par jour, qu'ils apportent des maladies, qu'il y a une invasion. Ce sont que des mensonges. Et le plus grand mensonge, c'est de dire qu'il y a une invasion. Elle est où cette invasion? Vous avez où vu cette invasion? Voilà pourquoi j'ai essayé de faire le maximum, parce que ma conscience interrogeait et me disait qu'est-ce que je peux faire. Voilà pourquoi alors je me suis accroché au monde de la culture en faisant des films, en écrivant des livres, en circulant en Europe pour donner des réponses. Et après aussi entrer en politique. Pourquoi? Parce que la politique doit donner des réponses, et surtout la politique européenne, alors que l'Europe n'est pas encore capable de donner ces réponses-là. Alors, je m'arrête pour donner la parole aux autres, mais on pourra en parler encore après si vous voulez.
Madame Keller, est-ce que je peux vous demander donc de nous dire dans quelle manière votre conscience est interpellée à la place qui est la vôtre au Parlement européen? Est-ce qu'il marche peut-être? Il faut appuyer sur le petit bouton. Il y a un petit bouton. Ah, et sur la boîte, vous avez on. Voilà, est-ce que ça va? Oui, voilà. Donc je saluais Pietro avec lequel je travaille très bien au Parlement européen, mais surtout avec lequel je me suis rendue à 2 reprises à Lampedusa, et en particulier très longuement un été 21, je crois. On est allés ensemble en Sicile, à Trapani, à Pozzallo, à Palerme, à la rencontre de mineurs, d'adultes, de familles, des maires, des responsables de la région de Sicile, et puis ensuite chez lui à Lampedusa. Parce qu'il a un vécu qui est incroyable, et puis il a un parcours personnel, hein, parce qu'en fait il est fils de pêcheur, il ne le dit pas parce qu'il est modeste, mais il est fils de pêcheur et il s'est formé tout en pêchant, en fait, puisqu'il a perdu ses parents très jeunes, donc c'est vraiment un homme engagé pour la cause, et à côté, moi ce que je peux dire est, voilà, n'a pas du tout la même force, mais j'ai trouvé que nous avions beaucoup de chance. J'étais avec mon assistant qui est là, Cédric. On a pu sillonner avec lui ce terrain, et puis aller au cimetière des bateaux à Lampedusa, regarder les côtes où vous avez des éléments qui montrent qu'il y a eu des bateaux fracassés. Donc c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. C'est d'autant plus difficile à vivre qu'à Lampedusa, par ailleurs, il y a 20 000 touristes. Il y a 6 000 habitants, mais 20 000 touristes. Donc c'est une espèce de contraste incroyable. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans mon mandat à aller, j'ai fait une trentaine de déplacements pour essayer de comprendre, parce que la migration, en fait, elle est multiforme. Ce sont toujours des personnes. Je suis allée aux Canaries, où arrivent énormément de migrants donc de la côte du Sahara occidental, de la Mauritanie et du Sénégal. Ce sont des pêcheurs dont, semble-t-il, des droits de pêche ont été vendus à d'autres. On cite la Chine, qui ont été recrutés par des passeurs, parce que tout ça, c'est des trafics d'êtres humains, et qui arrivent aux Canaries en essayant de poursuivre leur parcours en Europe. Je suis allée sur les îles grecques, je suis allée à la frontière bélarusse, je suis allée en Roumanie, en Allemagne, aux Pays-Bas, voir différentes structures d'accueil, différents lieux d'accompagnement. C'est une réalité très, très diverse, mais toujours très prenante, et c'est difficile parce que c'est toujours très injuste. On a face à soi des gens, on a envie de les sauver. Mais il y a aussi, moi je suis député européen comme Pietro, on a une responsabilité de gérer cela globalement aussi. Et c'est dans cet équilibre entre il faut gérer, il faut assumer. On a des frontières, il faut les faire respecter, il faut avoir des règles, mais il faut aussi appliquer la Convention de Genève, donc qui prévoit qu'on accueille toute personne qui est persécutée dans le monde. Donc le cas simple, c'est la guerre, mais il y a aussi les personnes qui sont persécutées pour des raisons liées à leur situation personnelle, un mariage forcé, un lanceur d'alerte, un journaliste. Donc c'est important qu'on puisse appliquer ce droit et qu'on puisse aussi être vraiment solidaire entre États membres, puisqu'aujourd'hui, dans la pratique, ce sont les États de première entrée, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce et les 2 îles, Malte et Chypre, qui accueillent de très loin le plus de migrants arrivant de manière irrégulière, c'est-à-dire arrivant sans titre et sans papier, avec le cas très particulier que vous décrivez beaucoup dans votre expo, que je n'ai pas encore eu le temps de voir. J'espère la voir plus tranquillement tout à l'heure. Je suis arrivée trop tard pour bien la regarder, mais avec cette situation très particulière qui sont les sauvetages en mer, avec des sujets de sauvetage et puis des sujets aussi de responsabilité des États membres, puisque les États membres ont des zones très grandes, dans lesquelles ils sont censés assurer le sauvetage en mer. Save and Rescue Zones, les zones de sauvetage. Donc ça aussi, c'est très humain, avec des monstruosités que vous évoquiez, je crois, dans l'expo.
On ne donne pas des gilets de sauvetage aux gens parce que ça prend trop de place sur les bateaux. Donc en fait, alors que ce sont souvent des populations qui ne savent pas nager, et de toute façon il fait trop froid, enfin, c'est pas raisonnable. Donc avec des situations totalement inhumaines, avec des bateaux que j'ai pu voir chez Pietro, qui ne sont pas faits pour réussir l'ensemble du voyage. Ils sont trop légers, ce sont des plaques de métal, les dernières qu'on a vues en octobre, là chez toi, c'était des plaques de métal qui en fait ne peuvent pas tenir la mer très longtemps, parce que les joints se dissolvent. Donc un cynisme absolu des trafiquants, et face à cela, comment mieux s'organiser, comment avoir une réponse, c'est évidemment absolument fondamental. Merci. Alors peut-être je me permets, je me permets de donner d'abord la parole à Ulysse, qui est un spécialiste mobilisation politique européenne, et notamment donc visant les jeunes. Dans quelle mesure, Ulysse, est-ce que votre conscience vous pousse à cet engagement? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Merci. Peut-être 2 mots sur pourquoi d'abord je suis ici. Parce que je suis jeune. La migration, c'est un sujet qui touche beaucoup la jeunesse. Je suis un jeune engagé, étudiant à Sciences Po. Mon but aussi ce soir, c'est de transmettre la parole de jeunes de mon campus que j'ai pu sonder sur cette question de migration. Et enfin, parce que je suis un jeune engagé politiquement, comme on a pu le dire, dans Volt Europa, un parti très peu connu encore en France, un peu plus dans d'autres pays d'Europe. On est 27 000 membres dans 31 pays différents, mais un seul parti, pan-européen. On sera présent donc aux élections européennes. Notre but, c'est de promouvoir une Europe fédérale, une Europe qui aille plus loin, une Europe qui soit pragmatique, qui sorte des querelles idéologiques pour vraiment aller dans les faits scientifiques et se poser les bonnes questions, et aussi une Europe qui soit écologiste et progressiste. La question de la migration, je dois dire que je ne l'ai pas vécu d'aussi près que les autres interlocuteurs et interlocutrices de cette table ronde. Mais j'ai quand même en tête ces images affreuses que M. Bartolo a pu évoquer avec l'image du jeune Aylan. Il y avait encore hier dans les journaux l'annonce que 5 migrants sont morts dans la Manche en tentant une traversée, dont une jeune fille de 7 ans. Donc ce sont des sujets qui nous touchent au quotidien. Et quand je me pose ces questions, quand je pose ces questions aux jeunes autour de moi, ce à quoi on arrive tous comme constat, c'est qu'il y a une sorte d'oubli des valeurs européennes que sont la solidarité et l'humanité. C'est écrit sur le panneau numéro 4, avec chaque migrant qui se noie, ce sont les valeurs européennes qui coulent. Et je pense que je suis pleinement d'accord avec ça. En fait, au fond, on ne prend pas le sujet par le bon côté. On parle toujours du problème de l'immigration dans les débats, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'accueillir dignement des personnes déplacées. Ce sont tous des humains. Personne ne quitte son pays par gaieté de cœur. Personne n'a envie de partir juste pour des raisons qui ne sont pas graves, que ce soit de la persécution, des raisons économiques, mais aussi des raisons climatiques de plus en plus. Et le fait de toujours parler de peur de l'immigration et de peur des migrants qui va avec, c'est créer une question identitaire et culturelle à partir d'une question qui est normalement plutôt de l'ordre économique et politique. C'est pour toutes ces raisons aussi que Volt, au travers de son député européen Damian Bosgager, s'est opposé au pacte migration et asile, puisque notre parti a considéré qu'il était plus ferme qu'humain. On pourra y revenir bien évidemment plus tard. Évidemment, c'est une avancée extraordinaire. C'est la première fois que l'Union européenne a un accord de cette ampleur sur le sujet, et ça doit être salué. Et le travail de Mme Keller était extrêmement important sur le sujet. Mais nous considérons qu'il ne va pas assez loin. Et enfin, j'ai envie de dire qu'il faut plus impliquer la jeunesse, puisque c'est le sujet qui va nous toucher, nous, dans des années, dans des décennies. C'est nous qui allons le subir le plus. Et si nous n'impliquons pas la voix de la jeunesse maintenant, nous allons subir les politiques qui sont faites par des générations présentes, qui ont une expertise très importante, une sagesse très importante. Mais je pense qu'il faut plus écouter les personnes qui vont vivre dans le monde de demain et leur demander dans quel monde ils veulent vivre. Donc je dirais que ça m'interpelle très personnellement, puisque ça me questionne sur l'Europe dans laquelle nous allons vivre demain. Merci. Merci.
peut l'applaudir, effectivement. Je ne sais pas si mon micro marche encore correctement. Est-ce que mon micro marche encore correctement? Vous m'entendez? Oui, à peu près. Donc, monsieur le professeur, du temps où vous étiez donc en responsabilité dans les cadets, vous avez réagi en tant qu'humain face à cette crise humanitaire et vous avez mis en place une partie de cette initiative qui est présentée dans l'exposition. Quel était pour vous ce moment où ça vous a pris par les tripes, si je peux me permettre cette expression? Also, mir ist es im Grunde so. Alors, évitez de l'avoir juste devant la bouche. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, j'étais dans la même situation que de nombreuses autres personnes. Alors, pendant toutes ces années avant, chaque fois qu'on voyait ces images à la télévision, il y avait encore un navire qui avait coulé et on voyait des personnes se noyer, on voyait des morts. Et on était tous devant le téléviseur et on a senti quelque chose au plus profond de nous. On a senti que ce n'était pas juste, que ce n'était pas acceptable que ces personnes se noient. Et on a vu aussi que personne n'a vraiment réagi pour empêcher ce drame, pour empêcher ces noyades. Et je suppose que la plupart des personnes sentaient leur conscience se réveiller. Mais le problème était en fait le sentiment d'impuissance. Que puis-je faire pour éviter cela? Et en tant que président de l'EKD, en 2016, je suis allée en Sardaigne et j'ai visité un bateau de la marine allemande. Et c'était un navire qui faisait partie de l'opération Sophia, donc une opération lancée par l'Union européenne donc pour combattre les passeurs. Mais et cela a permis de sauver plusieurs milliers de réfugiés. Et donc j'ai discuté donc avec les personnes qui étaient présentes. Donc il y avait des personnes qui étaient sauvées, il y avait un enfant qui est né. Donc j'ai entendu beaucoup d'histoires très touchantes. Après, je suis rentrée à la maison et avec gratitude, j'ai entendu dire qu'il travaillait bien avec le sauvetage civil en mer. Après, il y avait un changement au niveau du gouvernement italien et la mission Sophia a été abandonnée. Donc l'Union européenne a changé d'avis parce que l'Italie a dit que c'était trop compliqué et donc l'Union européenne a mis fin à cette mission. Et la dernière chose qui a été réalisée pour sauver des personnes en Méditerranée, donc cette dernière chose a également pris fin. Donc, au lieu de cela, on a financé les gardes côtiers libyens, donc composés de milices qui violent les droits de l'homme. Donc, c'est vraiment scandaleux et on bafoue ici les valeurs européennes et notamment les valeurs chrétiennes, si on veut faire référence aux valeurs chrétiennes et toutes les valeurs que représente Jésus-Christ. Lorsque cette mission a été abandonnée, je suis allée en Sicile, donc lorsque l'équipage de Sea-Watch 3 a été arrêté. Et donc j'ai rendu visite à l'équipage. Je suis allée à la mairie de Palerme. J'ai rencontré le maire de la ville de Palerme et nous étions tout de suite d'accord pour lancer l'appel de Palerme qui disait il faut mettre fin à cette situation. Les États européens doivent réagir et organiser le sauvetage civil en mer. Il faut établir un système qui permet de déplacer les personnes. Il faut accepter les offres de nombreuses villes européennes qui sont d'accord pour accueillir des réfugiés. Et nous avons notamment critiqué que le sauvetage en mer, donc les sauveteurs en mer étaient les seuls à faire donc ce travail et ils avaient des problèmes avec la justice. Donc cette activité s'était ensuite développée. Il y avait le Kirchentag en Allemagne avec des centaines de personnes qui avaient participé et avec l'EKD dont j'étais le président
Donc on s'est penché sur la question pourquoi l'Église protestante en Allemagne n'envoie pas de bateaux. Et on avait lancé un slogan « Nous envoyons un bateau ». Et à l'époque, c'était inimaginable que l'Église finance un bateau. C'était vraiment un sujet très controversé. Et je dois le dire, j'étais vraiment surpris de voir que cela avait fonctionné. Donc on était capable de convaincre les responsables de l'EKD. Donc on a fondé une association, donc United for Rescue. Et en 2019, quelques semaines après sa création, donc on avait organisé une conférence de presse. Et c'était une alliance qui était organisée par l'Église, mais qui était ouverte à beaucoup d'organisations civiles. Et je dois dire que je suis toujours surpris, étonné de voir qu'au 20 janvier, nous avons collecté 1,2 million d'euros. Et cet argent a été utilisé pour acheter un bateau et le mettre à disposition de Sea-Watch. Donc c'est une association de sauvetage qui était capable de gérer tout ce bateau, bien mieux que l'Église protestante. Et cette alliance grandit de jour en jour et compte aujourd'hui 911 organisations. Donc il y a aussi des particuliers et au total 911. Il y a par exemple la conférence épiscopale suisse, mais il y a aussi des membres aux États-Unis. Il y a Ben & Jerry, si vous connaissez les glaces Ben & Jerry. Ils sont également membres de cette alliance et c'est vraiment un signe d'espoir parce qu'ils montrent qu'on peut surmonter l'impuissance. Donc, je ne suis pas obligée de rester devant mon téléviseur. Je ne suis plus dépassée par les événements. Je ne suis pas obligée de me cantonner à des appels dans le vide. Non, nous avons la possibilité de participer activement, de soutenir activement d'autres personnes qui risquent parfois leur vie. Donc pour aider des personnes en péril, pour les sauver. Et plusieurs milliers de personnes ont pu être sauvées grâce à cette initiative, grâce aussi aux dons de toutes ces personnes-là. Et vous avez évoqué la conscience. Alors, il faut être conscient de ses propres croyances et convictions, et nous aussi en tant que chrétiens. Donc on est à l'image de Dieu. Ce n'est pas une phrase de moi, mais c'est vraiment une phrase que l'on retrouve dans la Bible. Et nous violons cette phrase si on juge les personnes selon leur provenance, sur leur richesse. Chacun a le droit de vivre et nous devons tous sauver les personnes de la noyade. Pourquoi ce principe ne s'applique-t-il pas aux réfugiés, aux migrants? C'est vraiment scandaleux et je le dis clairement. Donc celui qui entrave, qui empêche activement le sauvetage en mer est vraiment en contradiction directe avec toutes les valeurs chrétiennes. Donc l'exclusion, etc., sont contraires aux valeurs chrétiennes. Bien sûr, on peut avoir une approche progressiste ou plus conservatrice. On peut discuter de la question de savoir comment gérer le problème et on peut proposer différentes solutions. Mais non pas pour dire ne pas sauver des personnes. Alors, il faut aussi combattre les causes de la migration. Donc, on peut en discuter, mais il s'agit de sauver des êtres humains. Et nous nous engageons en faveur donc, de cela. J'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup échangé sur Facebook, par mail, et mon expérience montre qu'il y a parfois des personnes très agressives, mais si on prend les gens au sérieux, si on les invite à discuter, à échanger, on peut vraiment vivre des expériences très étonnantes. Cette agressivité peut se transformer en bienveillance. Ces personnes-là se transforment en personnes agréables, ouvertes. Alors, il faut accepter aussi d'autres avis. Merci. Merci. Ces contradictions de l'Europe, en tant que citoyens, sont une expérience pour tous ces réfugiés qui se présentent aux portes de l'Europe, aux frontières. Et donc, nous avons ce soir la chance de pouvoir écouter un témoignage
de Mohamed Al-Mahadine. Donc je vous propose de venir au devant, accompagné donc de Wima Farzan, pour nous introduire un peu dans ce dispositif appelé les couloirs humanitaires et pour écouter donc l'expérience personnelle d'un réfugié. Merci Wima. Il faut appuyer sur le bouton. Encore une fois. Voilà. Bonsoir à mesdames et messieurs. Je prends la parole après des témoignages et des paroles qui sont voilà, qui rappellent notre conscience aussi. Vous avez répété à plusieurs reprises humaines et les possibilités aussi que nous avons. Parce que souvent nous parlons d'avoir la conscience de nos limites, mais nous devons aussi prendre conscience de nos forces, de pouvoir agir. Alors ce soir, je vais vous parler des couloirs humanitaires qui a été mis en place. Donc c'était en 2014 suite à l'appel des églises, donc la FEP au niveau national et la FEP Grand Est, donc Fédération Entraide Protestante, se sont mobilisés pour développer un accueil citoyen. Pourquoi un accueil citoyen à ce moment-là? C'était la guerre en Syrie, c'était une période qui nous a tous marqués. Ça paraît loin aujourd'hui, mais c'était hier. 2014, des personnes étaient sous les bombes et les différentes églises se sont mobilisées pour pouvoir organiser un accueil sûr et un accueil qui permettait de mobiliser les citoyens et de pouvoir et de permettre aux personnes de trouver un lieu en arrivant en France. C'est comme ça que cette idée est née et qui a été forgée par des personnes qui avaient cette conscience d'aider l'autre et ne pas le laisser périr en mer ou sur le chemin de l'exil. En 2017, les couloirs humanitaires se sont structurés et il y a eu aussi des associations aussi, la France et l'Italie. Hein, donc c'est intéressant d'entendre aussi monsieur le député de Lampedusa, et donc la France et l'Italie s'étaient mobilisés ensemble à cette période-là. Et alors les couloirs humanitaires, ça commence au Liban. Donc c'est dans les camps de réfugiés du Liban où il y a des personnes qui travaillent pour pouvoir accueillir la demande d'asile, des personnes qui ont fui la guerre et qui vont être rencontrées et qui ensuite vont pouvoir quitter le Liban pour venir en France. Mais il y a des conditions pour venir en France. L'État français accepte de donner le visa à ces personnes à partir du moment où un groupe de citoyens se mobilise, que nous appelons un collectif, et qu'il y a un logement à disposition. Donc c'est très important et j'espère qu'il y a des personnes qui vont entendre ce message et peut-être si vous avez des possibilités de participer à ces accueils, nous vous attendrons. Un logement, un groupe de citoyens qui va se mobiliser pour accueillir ces familles et ensuite ces familles vont prendre le chemin par avion depuis le Liban. Donc c'est des choses qui ont été organisées avec la Fédération Entraide Protestante pour que ces personnes puissent venir de manière sûre. Donc un avion qui va les amener jusqu'à Paris et ensuite dans différentes villes où des collectifs se sont mobilisés et attendent les familles. Il faut savoir que c'est des choses qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années avant que les familles arrivent en France. Une fois arrivées en France, ces personnes vont être accueillies par ces citoyens, pris en charge pour leur quotidien et aussi financièrement, le temps d'obtenir le statut de réfugié politique, le temps d'obtenir les droits communs pour pouvoir subsister à leurs besoins. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont la possibilité de quitter ce collectif, de quitter ce logement, de vivre comme tout le monde, avec leur famille, dans leur logement, après avoir appris le français, après avoir trouvé leur place ici. Et de la place, il y en a pour tout le monde. C'est nous qui le faisons. Et puis,
une fois que ces logements sont libérés, ben, les collectifs sont toujours prêts à accueillir de nouvelles familles. C'est comme ça qu'on a pu accueillir depuis 2014 et depuis 2017 où les couloirs humanitaires se sont vraiment structurés, plusieurs milliers de personnes. Voilà. Et ces personnes arrivent heureusement dans des situations de sécurité maximum. C'est-à-dire que c'était aussi ça comment dire, le souci de ces personnes, c'est d'éviter aussi ces passeurs, toutes ces périodes difficiles que les familles partent, où ils perdent des membres de leur famille, où ils sont pris entre les mains de gens pas toujours bienveillants comme nous tous ici. Voilà. Je ne vais pas prendre plus le temps. Je vous inviterai à trouver cette plaquette que j'ai laissée à l'entrée. Vous verrez le chemin tel qu'il est indiqué. Aujourd'hui, à Strasbourg, notamment, la Fédération Entraide Protestante travaille avec une structure qui s'appelle l'Étage à Strasbourg, que Mme Keller connaît, que nous avions la chance de rencontrer alors que vous étiez maire de Strasbourg. Et l'Étage accompagne ces familles aujourd'hui qui sont accompagnées dans leur démarche au niveau de l'administration et accompagner aussi la Fédération Entraide Protestante dans l'animation des collectifs. Et aussi, mon rôle aujourd'hui, c'est de promouvoir voilà, ces possibilités et de vous donner la chance de participer à cette grande aventure. Je vous remercie et je laisse la parole à Mohamed, qui est arrivé en 2021 dans le cadre de ces couloirs et qui parle un français parfait et qui va nous raconter son arrivée en France. Je vous remercie. Merci. Merci. Mesdames et messieurs. C'est bon, ça marche. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Je m'appelle Mohamed Alamdine. Je suis syrien. Je viens d'Alep. C'est une grande ville en Syrie. J'ai quitté mon pays en 2012 à cause de la guerre. Je suis allé en Liban. J'ai resté là-bas entre 2012 jusqu'à 2021. En novembre 2021, j'ai eu l'honneur de venir en France avec ma famille grâce au programme Couloir humanitaire. À notre arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, nous avons été chaleureusement accueillis par le président de la FEB et les bénévoles. Et nous ont rassurés. À Dallenheim, notre deuxième jour en France, nous avons été accueillis par le collectif Bienvenue, qui nous a accueillis à bras ouverts. Ils ont préparé notre logement, de la nourriture, et ils ont organisé des sorties pour nous. J'étais touché par leur générosité et leur bienveillance, comme si nous étions leurs enfants. Apprendre le français avec l'aide des bénévoles de collectif Bienvenue et de nos voisins a été essentiel pour notre intégration. J'ai participé au concours annuel Plaisir d'écrire et de dire en 2022 et 2023. Cela m'a donné confiance et m'a encouragé à m'appliquer davantage. En tant que bénévole, j'ai rejoint l'association L'Étage quelques mois et la Croix-Rouge depuis juillet 2022 jusqu'à maintenant. Je donnais mon sang plusieurs fois. Depuis peu, je fais du théâtre dans une troupe amateur. Et sur le plan professionnel, je suis maintenant auxiliaire de vie, aidant les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Je suis fier de travailler dans le domaine humanitaire, car aider les autres est ma plus grande satisfaction. Comme on dit, la bougie ne perd rien de sa lumière, on la communique
à une autre bougie. Je continuerai à apporter ma lumière et à contribuer à cette chaîne d'humanité. Merci à tous ceux qui ont rendu notre vie en France très agréable. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Allô, mon micro marche. Merci beaucoup, Mohamed. Nous avons déjà évoqué la question des causes de cette émigration qui sont multifactorielles. Oui, merci encore. D'abord, je voudrais remercier bien sûr ma collègue et mon amie Fabienne Keller, avec laquelle j'ai partagé ces batailles pour affronter le problème de la migration et de nous occuper de ça. Je voulais parler rapidement aux causes, comme on a déjà dit, qui mènent ces personnes à quitter tout ce qu'ils ont, donc la guerre, la misère, les persécutions, mais aussi le changement climatique. Et je dois dire que c'est notre responsabilité en tant que monde occidental, mais aussi Chine et Amérique, et aussi des multinationales qui, depuis toujours, ont pris ce continent, le continent africain, comme un énorme hypermarché où on peut tout prendre, même gratuitement, et qui ne leur ont plus rien laissé. Donc ces personnes ont dû quitter leur territoire et le peu qu'ils ont pour faire des voyages périlleux et plein de périls, de dangers, en courant aussi des risques mortels dans la Méditerranée. Je le dis parce que dans la Méditerranée, je suis né, j'ai grandi, j'ai travaillé là-bas. Et il m'a donné même la possibilité de devenir médecin. C'est une mer de vie, de substantation, de famille, d'amitié. Et aujourd'hui, cette mer, elle est devenue un cimetière où plus de 50 000 personnes en sont décédées. Et cela n'est pas du tout acceptable. Donc pour changer tout cela, pour éviter ces massacres, ce génocide, parce qu'il faut parler de génocide, même peut-être un nouveau holocauste, si nous continuons comme ça, même dans les chiffres, nous arriverons à un sacrifice énorme. Donc pour cette raison, nous devons commencer par les couloirs humanitaires, donc par la voie légale et avec des politiques de migration légales, des vraies politiques de migration qui peuvent faire arriver ces personnes dans la sérénité sans risquer de perdre leur vie. Et sans aucun doute, l'Europe en ce moment n'a pas trouvé le bon moyen d'affronter cette situation, ce phénomène de migration, en utilisant des pays tiers. Nous l'avons expérimenté avec la Turquie, nous l'avons expérimenté avec la Libye, nous sommes en train de l'expérimenter avec l'Égypte, la Mauritanie. Et comme par hasard, nous l'avons toujours fait avec des pays où il y a des dictatures. Et cela, ce n'est pas notre façon d'opérer, ce n'est pas possible. Ces personnes-là ne peuvent pas s'arrêter. On ne peut pas les arrêter avec les barbelés en les refoulant. Il faut changer de stratégie, il faut les accueillir à travers des canaux réguliers, comme nous l'avons déjà dit. C'est vrai, ces personnes, elles sont importantes, nous ne pouvons pas les considérer seulement comme des ennemis dont il faut se défendre. Il faut tout le temps, à chaque fois, il faut dire, il faut défendre les frontières, mais non, les frontières, il faut les contrôler.
Frontex sert à contrôler les frontières de l'arrivée d'armes, de terroristes, de drogue. Mais les frontières, il faut les défendre quand un pays est en guerre. Mais l'Europe n'est pas en guerre. Et on n'est pas en guerre avec ces enfants, ces personnes. Ce ne sont pas nos ennemis. Voilà pourquoi il faut changer totalement de stratégie en considérant que l'Europe doit comprendre cela et en espérant que ce n'est pas trop tard. Ces personnes sont une richesse de tous les points de vue, d'un point de vue social, démographique, économique, culturel. Ces personnes, même d'un point de vue scientifique, apportent des choses positives. C'est une addiction, ce n'est pas une soustraction. Donc il faut changer complètement de paradigme et l'Europe doit comprendre qu'il faut faire face à ce phénomène et pas le considérer comme un problème. Nous avons transformé ça en problème, mais ce n'est pas un problème. Et c'est pour des raisons électorales que nous avons transformé cela en problème. Parce que si nous parlons d'invasion alors que ce n'est pas vrai, je veux que l'Europe, dont je suis orgueilleux pour son ouverture des portes, il faut que ces portes soient ouvertes. Nous avons accueilli 5 millions d'Ukrainiens. Nous leur avons donné la possibilité de rester chez nous. Nous les avons distribués sur le territoire européen. Et personne n'a rien dit face à ce phénomène. Alors que face à 100 000, 300 000 personnes d'autres origines, nous avons fermé les frontières européennes et nous essayons de les refouler. Mais tout cela ne crée rien d'autre que de la mort et ce n'est pas notre façon de faire. Je veux juste dire pour terminer que quand tout cela sera terminé, parce que ça doit terminer, quand tout cela sera terminé, ce sera écrit dans les livres d'histoire, sans aucun doute. Donc moi, en tant que médecin de Lampedusa, je serai dans les livres d'histoire et je serai lu par les enfants, mes petits-enfants, et ils vont me poser la question, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? C'était ta responsabilité en tant que médecin de Lampedusa de faire changer les choses, de le faire évoluer. Je ne pouvais pas être un comédien ou faire autre chose, je devais être europarlementaire pour changer cela. Je devais changer la situation pour pouvoir dire à mes petits-enfants que j'ai fait le maximum, que j'ai fait tout ce qui était dans ma possibilité. Et tout cela, il faut le faire ensemble. Nous devons changer. Et je vais m'en arrêter là. Et désolé si j'ai pris un peu trop de temps. Madame Keller, je me permets de continuer par vous, Madame Keller. Donc, au niveau du Parlement européen, quels sont, de votre point de vue, les leviers les plus importants, les plus efficaces pour combattre ce risque que prennent les personnes? Alors d'abord le premier, c'est d'écouter et de respecter profondément le témoignage de personnes comme Pietro, voilà, qui est notre conscience. Hein. Il nous partage régulièrement ce qui vient de se passer à Lampedusa, parce qu'évidemment il se tient au courant, il rentre régulièrement chez nous, donc c'est une connaissance de la réalité humaine en temps réel, comme d'autres. Par exemple, notre président de commission à tous les deux, la commission qui s'occupe de l'asile et de la migration, il est canarien, donc des îles Canaries, donc il nous explique aussi quelle est la situation, les camps, les transferts, les retours, enfin ce que vivent ces personnes. Je voudrais dire d'ailleurs ce qui caractérise beaucoup ces populations, c'est leur incroyable générosité d'accueil, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure s'agissant de l'Église, c'est-à-dire que ce sont eux-mêmes des gens de mer. Donc voilà, quand on est en mer, en situation difficile, la première chose, c'est le sauvetage. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a essayé de fixer de nouvelles règles en Europe. Je ne vais pas détailler le paquet asile-migration, mais de les gérer en européen. Alors qu'avant, alors qu'on a la zone Schengen où on circule librement, la migration et l'asile, c'était surtout sur des bases nationales, avec un encadrement mais assez lâche, enfin trop peu précis au niveau européen, et avec ce fameux règlement de Dublin qui n'a absolument pas marché. J'ai passé la première année de mon mandat à l'évaluer, ça ne marche pas bien, c'est horrible, c'est un renvoi de responsabilité d'un État membre à l'autre, c'est pas européen du tout. D'où la nécessité de travailler sur de nouvelles règles.
Mais je partage l'idée de Pietro, il manque un morceau à cet ensemble de règles qu'on a fixées, c'est la question de la migration légale. Parce qu'en fait, une des explications des migrants irréguliers, c'est qu'ils recherchent du travail. Or, normalement, pour rechercher du travail, il faut demander un visa, il faut demander une autorisation à rentrer. Et ça n'est pas bien coordonné au niveau européen. Ce sont des politiques nationales, mais qui ne sont pas toujours assumées. Et donc, dans les nouveaux textes, sont prévus des débats nationaux, des plans nationaux de gestion de l'asile et de la migration, mais il nous faut encore adopter le texte sur la migration légale pour qu'on assume le sujet, qu'on en débatte régulièrement. La migration, ce n'est pas un problème, c'est une réalité de l'humanité. Au XIXe siècle, les Européens ont migré massivement vers les États-Unis, jusqu'à la Grande Dépression de 1929. D'ailleurs, un des premiers trucs que j'ai fait quand j'étais député européen avec mes collègues du groupe, c'était d'aller visiter le musée d'Anvers, je vous le recommande, de la Red Star, la compagnie qui faisait les traversées. Et on voit qu'il y avait des migrants à travers toute l'Europe qui travaillaient sur le chemin et qui espéraient une vie meilleure, pareil, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, cette question de la migration légale, il faut qu'on la regarde en face, complètement, parce qu'on ne peut pas non plus recruter tous les gens qui nous arrangent et en fait prendre des gens formés de leur pays d'origine, alors qu'eux-mêmes en auraient besoin. Je pense aux médecins, par exemple, ou aux ingénieurs, ou à d'autres professions médicales. Donc ça veut dire qu'il faut, et ça c'est le deuxième bout pour le prochain mandat qui nous manque, qu'il nous faut des accords avec les pays d'origine pour la migration légale, mais aussi pour les relations économiques. Beaucoup de pays, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ont des accords économiques avec l'Europe, qui s'appelle comme ça, contrat ACP. Nous avons des relations culturelles, nous avons des diasporas qui sont présentes. Comment elles pourraient jouer un rôle pour qu'on soit dans une relation plus respectueuse. Et comme Pietro l'a dit, nous considérons que l'accord, par exemple, signé avec la Tunisie au moment où le président n'accepte plus les élections au Parlement et est un quasi-dictateur, l'accord signé avec, pire encore, le Rwanda par un État membre qui est le Danemark, sont pour nous totalement inadmissibles. D'ailleurs, enfreignent les règles européennes. Alors c'est plus compliqué quand on discute avec les Italiens, qui nous ont inventé un accord qu'on ne comprend pas très bien avec l'Albanie, où ils renverraient les migrants. Mais en fait, le pacte asile-migration prévoit au contraire que les personnes seront accueillies sur le sol européen, qu'on aura des procédures plus rapides, mais qu'on les assume avec nos règles et notre humanité et les conditions d'accueil qui sont prévues par un règlement qui sont assez exigeantes et c'est notre fierté d'avoir un niveau d'accueil très correct. Enfin, je voudrais dire que je ne savais pas que les couloirs humanitaires étaient encore opérationnels et c'est une bonne nouvelle. Parce que moi-même, j'ai essayé de faire venir des Afghans et j'ai passé beaucoup de temps. Et d'ailleurs, voilà. Et puis, ça renvoie aussi à quelque chose de plus global, qui est la mauvaise administration dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, la famille afghane que j'ai aidée, 15 mois pour avoir une décision d'asile, c'est pas normal. Parce que les Afghans, ils étaient, comme on dit, occidentalisés. Donc, voilà. On peut en aucun cas les retourner. Donc, on doit aussi avoir des procédures qui sont efficaces pour que les gens puissent vite se projeter dans l'intégration. Et c'est un peu la philosophie du pacte, c'est de traiter plus vite, mais en respectant tous leurs droits, les gens qui ont peu de chances d'avoir l'asile, mais certains peut-être, compte tenu de leur situation particulière, y auront droit, et c'est important qu'on les identifie. La Convention de Genève donne un droit à un examen individuel, et on a rajouté des droits à conseil juridique pour que les gens sachent dans quelles règles ils sont, leur situation est examinée, et de l'autre côté, les gens qui ont plus de chances, qu'on soit très vite sur le volet intégration. D'ailleurs, la loi nationale sur l'asile et la migration qui vise à reconnaître les travailleurs migrants illégaux aujourd'hui, qui n'ont pas de statut et qui donc n'ont pas accès, par exemple, à un truc essentiel qui est le logement, tant que vous n'avez pas de boulot, pas d'existence, vous avez un boulot, pardon, mais pas d'existence juridique sur le sol, vous ne pouvez pas obtenir un loyer. Donc ça vise aussi à clarifier la situation des personnes pour qu'elles puissent pleinement participer, comme monsieur le fait, à la société française. J'en profite pour vous remercier pour votre travail et votre engagement, puisque vous avez accepté d'être dans une action très sociale, très
voilà, très utile, très précieuse. Donc merci pour cette démarche. Merci. Monsieur Bedford-Strom, vous avez donc pris des responsabilités au niveau du Conseil œcuménique des Églises. Est-ce que là, les moyens d'action aujourd'hui sont différents, sont peut-être plus globaux que ce que vous avez vécu au niveau de l'EKD? Das ist wieder der. Bei Ihnen ist also noch. Jetzt. Alles klar? Kann ich weiterreden? Okay. Ich wiederhole es nochmal. Ich hab mit dem Thema natürlich jeden Tag. Alors, donc, nous représentons 600 millions de chrétiens dans 120 pays et 350 églises dans le monde entier. Donc, lors de notre dernière séance du conseil exécutif, donc nous sommes réunis à Abuja, au Nigeria, donc au mois de novembre. Et donc à cette occasion, tout le monde se retrouve autour d'une table. Et on voit aussi qu'il y a de gros soucis. Donc, dans le nord-est du Kenya, chaque goutte d'eau compte, est précieuse. Et c'est une question de vie et de mort. Et nous avons tendance à l'oublier. Tous les jours, 20 000 personnes meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Donc, tous les jours, 20 000 personnes meurent. Donc, c'est un chiffre incroyable. Et tout à l'heure, Monsieur Bartolo l'a dit, que vont dire nos petits-enfants? Et je le dis aussi dans le sens religieux. Alors, quand je dois prendre mes responsabilités devant Dieu, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre vous, vous l'avez fait à moi-même. Comment puis-je vivre face à cette situation? Et je peux vivre grâce au pardon, mais je ne peux pas me contenter du fait que cela soit la réalité de tous les jours. Et le Conseil économique des Églises réunit vraiment tout le monde. Et quand je prêche quelque part dans le monde, je commence en disant « chers frères, chères sœurs », et ensuite je parle de l'Évangile. Et ensuite, quand je rentre à la maison, ces personnes-là sont toujours mes sœurs et mes frères. Et je dis toujours, ils sont autour de la table. En Europe, lorsque je discute avec les chefs d'entreprise, ces personnes sont toujours présentes. Voilà pourquoi je pense que la réponse à la question que peut-on faire pour éviter qu'ils se mettent en route est de dire, oui, nous avons la possibilité d'aider directement. Les églises en des centaines de millions qui sont disponibles et qui sont utilisés pour que des personnes puissent vivre dans leur pays d'origine. Et c'est une approche importante. Et cela fait une grande différence. J'ai visité beaucoup de projets et c'était vraiment impressionnant de voir que parfois peu d'argent est nécessaire pour aider des personnes pour permettre leur croissance. Donc, des associations comme Pain pour le Monde ou d'autres organisations font un travail très précieux. Ça, c'est une chose. Mais nous savons également que les causes de cette misère qu'il faut combattre, donc il faut vraiment se pencher sur cette question. Et les associations comme ACT Alliance ou Pain du Monde ont aussi des services qui font du lobbying politique. Et en Afrique du Sud, j'ai fait une présentation sur la mondialisation et on a parlé des structures commerciales et on avait dit que le lait en Europe, même si la situation a changé un peu, donc que le lait en Europe était subventionné et qu'il y avait une production agricole moderne qui faisait que les produits étaient vendus moins chers sur les marchés mondiaux. Et il y avait des paysans en Afrique qui ne pouvaient plus survivre parce que justement, ils ne pouvaient pas entrer en concurrence avec les produits peu chers en Europe. Et ce sont des raisons structurelles donc, qui expliquent pourquoi les paysans en Afrique ne peuvent plus vivre de leur travail. Et c'est un phénomène qu'on constate. Donc ce sont des expériences qu'on fait
quand on discute avec les personnes concernées, quand on écoute leurs histoires. Un autre point important, c'est le changement climatique. Donc, la politique climatique est la meilleure politique de l'avenir. Nous connaissons tous les chiffres. Nous savons ce que disent les scientifiques. Personne ne conteste ce phénomène. Il y a des milliers d'études qui démontrent que le changement climatique existe et qu'il faut un changement radical. Et le Conseil œcuménique des Églises se positionne très clairement. Donc nous sommes allés à Sharm el-Sheikh avec une délégation pour influencer les hommes politiques. Nous le faisons aussi dans nos propres pays. Et quand je discute avec l'évêque de Tanzanie, quand je lui rends visite et quand je visite le pays avec lui, il me montre des champs desséchés. Et il dit que ce sont des projets de développement qui ne peuvent plus se faire parce que les phénomènes climatiques augmentent. Il y a des crues, il y a des sécheresses extrêmes. Et après, je regarde les chiffres et je sais que les émissions de CO2 en Allemagne sont de 9 à 10 tonnes. Et en Tanzanie, les émissions sont de 0,2 tonnes par personne. Et si je prends d'autres pays comme le Rwanda, ces chiffres sont encore plus bas. Donc ceux qui contribuent le moins au changement climatique sont les plus touchés. Et les personnes avec qui je discute de cela savent que ce n'est pas juste, nous le savons tous. Et pourtant, il y a des hommes politiques qui disent « Ah non, il y a des personnes souhaitent remettre en question notre prospérité. » Et les populistes de droite, d'extrême droite, ou d'autres extrémistes et populistes disent « Nous sommes le parti qui va vous garantir votre prospérité. » Et si encore l'aspect chrétien dans ces partis, cela me pose un problème. Et je tiens à le dire clairement, parce qu'il y a une profonde contradiction. Alors, c'est en contradiction avec ce que je vois au quotidien. Donc, l'Église n'est pas une Église provinciale. Il y a juste une Église universelle. Et le Christ a dit « J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli. Et ce que je fais aux plus petits d'entre vous, vous le faites à moi. » Donc, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Et si on veut prendre cette parole au sérieux, nous ne pouvons pas accepter cette situation. Donc, il faut qu'il y ait une parole publique. Il faut qu'on dise clairement qu'il faut beaucoup d'amour. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer Dieu. Et cela implique également de s'engager pour la justice. Dietrich Bonhoeffer a parlé de 3 aspects pour une existence chrétienne. Être juste, prier et attendre Dieu. Voilà, c'est mon élixir de vie. Alors, prier en tant que chrétien, c'est normal. Nous sommes en discussion avec Dieu. Nous lui demandons de nous donner de la force pour agir. Donc, nous agissons en faveur des défavorisés, des démunis. Et peut-être aujourd'hui, le 3e aspect est peut-être le plus important. Donc, attendre Dieu. Ce monde ne va pas à volo, il ne va pas disparaître dans un trou noir. Non, ce monde va vers un nouveau ciel, vers une nouvelle terre. Mais nous devons attendre, attendre l'arrivée de Dieu. Parfois, c'est difficile, il y a du désespoir. Et des fois, je vis en dépit de tout cela. Donc, je suis convaincue qu'à la fin, il n'y a pas la mort, mais la vie. Attendre activement, Ulysse. Dans quelle vision politique est-ce que cette attente se concrétise pour vous? Alors d'abord, j'ai envie de dire que je suis vraiment pleinement en accord avec ce qui a été dit avant par tous les interlocuteurs. Et ils ont mentionné 2 aspects très importants, très chers, tant à Volt qu'à la coalition dans laquelle Volt est au niveau français, qui s'appelle Europe, Territoire et Écologie. La première, c'est la question de l'immigration légale, qui est absolument oubliée dans les politiques actuelles, qui doivent absolument être mises en place. Et la deuxième, c'est la question climatique, puisque les migrations vont aller de manière croissante avec ces questions climatiques, et il faut mettre en place un statut au niveau européen de réfugiés climatiques et étendre les visas humanitaires aux personnes qui souffrent de ces déplacements pour ces raisons.
En tant que jeune, quand je vois le monde face auquel on est, je me dis toujours qu'on oublie que la personne en face de nous est un humain. On parle de chiffres très larges, on est dans les statistiques, mais notamment sur la question de migration, on ne pense pas assez à la personne qui est en face de nous, qui a vécu des choses terribles et qui a dû traverser, dans le cas pour lequel on parle, une mer entière pour venir vers nous, puisqu'elle cherche la sécurité. Et si le nouveau pacte sur la migration et l'asile au niveau européen met en place des mécanismes de solidarité, de répartition entre les pays pour permettre un accueil qui soit digne, je pense profondément qu'ils sont insuffisants. Et c'est un constat qui a été partagé par toutes les personnes que j'ai sondées sur mon campus. Il y a un manque profond de solidarité. Évidemment, il y a les États membres qui bloquent, mais pour ça, j'ai envie de me référer à Albert Schweitzer, qui disait « Les gouvernements s'entendent lorsque les peuples les obligent à s'entendre ». Si on parle, si on se lève, si vraiment on agit, on montre que la population veut considérer l'autre comme humain, veut accueillir l'autre et ne pas le rejeter parce qu'il est autre, veut cesser d'avoir des populations qui n'ont pas le droit d'avoir des droits, en quelque sorte, pour reprendre la formule de Hannah Arendt. Il faut qu'on parle, il faut qu'on vraiment on agisse et on montre à tout l'échiquier politique entier, de gauche à droite, que nous devons accueillir ces personnes. Enfin, pour ma question de l'attente, je dirais qu'il y a aussi une attente du politique, toujours. On attend que les choses s'améliorent, on espère que les choses vont s'améliorer, mais encore une fois, c'est en se mobilisant soi-même qu'on peut y arriver. C'est ce que j'essaie de faire avec mon engagement politique. Aussi, à Sciences Po, nous avons un engagement civique qui est obligatoire, un parcours civique dans lequel, par exemple, moi, je suis engagé dans du soutien scolaire pour des populations défavorisées. J'ai pu à cette occasion aussi rencontrer des bénévoles de la CIMAD, à des distributions alimentaires. Et je vois bien qu'il y a besoin d'un fort soutien politique à cette vie associative et que les deux sont certes complémentaires, mais la première doit absolument soutenir la seconde. Merci. Avant donc d'ouvrir les questions à la salle, je voudrais terminer avec une dernière question face à l'urgence. Oui, bien sûr, je vous réponds. Je pense qu'il faut une volonté politique pour faire en sorte que les opérations de recherche et sauvetage dans la mer soient efficaces. C'est des opérations européennes et je dois dire qu'au Parlement, au début de la législature, mais même après, pendant 2 fois, nous avons présenté une recherche. La première fois, c'était un échec. Nous avons perdu pour 2 voix. C'était un grand désespoir pour moi. Mais la deuxième fois, nous avons proposé une résolution très importante en juillet de l'année dernière. Cette résolution demandait une approche européenne sur l'aspect migratoire, un peu comme celle qui avait été instituée en 2013 après le massacre de Lampedusa en octobre, où à quelques mètres du port de Lampedusa ont perdu la ville énormément de personnes. Et je ne m'arrêterai jamais de dire des personnes, ce n'est pas des nombres, hein, donc je me lasserai jamais de les appeler des personnes. À ce moment-là, l'Italie a répondu avec une grande opération. S'il s'appelait Mare Nostrum, tous les bateaux militaires italiens y allaient parce qu'ils disaient on n'en peut plus. Et donc c'est une opération qui malheureusement n'a duré qu'une petite année, après elle a été abandonnée. Et donc pour nous c'était une grosse perte et a créé un vide
de la part de l'Europe, un vide qui a été comblé partiellement par les ONG qui ont sauvé beaucoup de vies, mais qui malheureusement, encore aujourd'hui, ne sont pas appréciés par le gouvernement italien, qui les diabolise et les éloigne des côtes, les envoie le plus loin possible, et après elles sont criminalisées, sanctionnées, confisquées. Et je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que sauver des personnes est une obligation, c'est un devoir. Malheureusement, je dois dire que dans mon pays, l'Italie, ce gouvernement actuellement a transformer, sauver des personnes en un crime, et c'est un fait immoral et inacceptable. Sauver des personnes n'est pas un crime, c'est un devoir. Voilà donc pourquoi j'affirme que ces personnes qui font l'objet d'une recherche actuellement au niveau qui devrait être à l'échelon européen. Mais malheureusement, je dois dire que tout ce que nous avons fait au niveau européen, même le dernier pacte sur l'immigration, n'est pas, je crois, satisfaisant. Il est à changer. Il faudrait le changer intégralement. Nous avons travaillé pendant 4 ans en donnant pour acquis que ces personnes doivent arriver de cette manière. Mais ce n'est pas comme ça. On peut mettre tous les bateaux que vous voulez. On a beau mettre des ONG sur les côtes, mais les personnes qui vont parcourir les routes dangereuses de la Méditerranée et de l'Atlantique, ces gens-là continueront de mourir. Et même la mort d'une seule personne est une énorme tragédie. Voilà, pour cette raison, nous devons changer de paradigme. Nous devons faire en sorte que ces personnes arrivent par des canaux réguliers et nous devons arrêter ces morts. Vous savez combien de souffrances j'ai dû voir avec mes yeux, mais pas que en Lampedusa, même sur la route des Balkans, en Croatie, à la frontière avec la Bosnie. J'ai été aussi dans la forêt en Pologne, où j'ai vu des choses abominables, des atrocités énormes. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'Europe. L'Europe a été fondée sur des valeurs universelles, des valeurs comme le respect des droits humains, l'accueil, le partage, la responsabilité individuelle. L'Europe est fondée sur ces valeurs-là. Ce sont les valeurs qui donnent du sens à notre vie et qui ne sont pas les valeurs de faire mourir les personnes et de les refouler. Et quand quelqu'un de mon gouvernement me dit que pour combattre les morts des êtres humains, il faut bloquer les départs, ce n'est pas vrai, vous savez, parce que plus de piquets on va mettre, plus de barrières, plus on va nourrir les poches des trafiquants d'êtres humains. Et les trafiquants ne veulent pas s'arrêter là. Ils vont chercher d'autres rues, d'autres chemins pour trafiquer. Voilà pourquoi nous devons changer de stratégie, de paradigme et raconter le phénomène migratoire avec intelligence, avec rationalité et clairvoyance. Et je parle de clairvoyance parce que ces personnes, pour nous, sont une énorme richesse. Elles peuvent nous aider. Et avec un peu d'humanité. D'ailleurs, je vous rappelle que nous parlons d'êtres humains. On est tous pareils, nous sommes des personnes, même avec une autre couleur et une autre origine. Mais donc, ce n'est pas la couleur qui nous rend différents. La couleur, je le dis très souvent, c'est comme un habit. Et sous cet habit, nous sommes tous pareils. Et je vais vous dire encore plus, les personnes sans habit, j'en ai vu parce qu'en Libye, elles sont dépecées. Je les ai vues, je les ai soignées. J'ai fait tout mon possible pour les soigner. Vous savez, les tortures physiques et morales, les violences qu'elles ont subies, je les ai vues. Et nous ne pouvons pas permettre tout cela. En tant que grande Europe, la plus grande démocratie du monde ne peut pas permettre tout cela. C'est ensemble que nous devons changer tout cela. Nous ne pouvons plus permettre ces atrocités, ces tortures.
Et nous devons défendre notre grande Europe, cette Europe qui, quand elle parle avec une seule et unique, arrive à mettre en valeur nos valeurs communes. La solidarité que nous avons trouvée pendant la pandémie, quand nous avons cherché des vaccins, quand nous avons ouvert les Ukrainiens. Tout cela, nous avons été capables de le faire. C'est ça l'Europe que je veux et dont je suis fier et que nous devons essayer de valoriser, celle des pères fondateurs qui ont bâti notre Europe sur ces valeurs-là qui donnent un sens à notre vie. Alors, peut-être avant d'en venir aux questions, que vous trois puissiez aussi plus brièvement peut-être dire quelles sont les mesures d'urgence face aux actions de sauvetage que vous considérez possible de soutenir. Peut-être Ulysse, vous pouvez commencer. Alors, ça va se régler. Okay. La mesure la plus simple, c'est d'arrêter d'entraver les associations qui font des sauvetages. Monsieur Bartolo a pu en parler. Vraiment, son témoignage est poignant et important. C'est des humains qui, je l'ai déjà dit avant, qui ont vécu des souffrances inimaginables. Et les bateaux qui vont à leur rescousse, comme les bateaux de United for Rescue, font une tâche qui est très importante, qui est essentielle vraiment. Ensuite, pour aller peut-être plus loin, je pense que pour permettre des actions de sauvetage en mer, il faut réformer Frontex. Puisqu'actuellement, Frontex, c'est une agence, on sait tous, qui a commis des violations des droits fondamentaux et dont d'ailleurs l'ancien directeur a été attaqué en justice hier pour ces mêmes raisons. Il faut plus de transparence dans ces opérations de sauvetage, il faut multiplier les opérations de sauvetage, il faut qu'il y ait une surveillance constante du respect des droits fondamentaux des personnes qui sont sauvetées et il faut une tolérance zéro vis-à-vis du personnel qui a pu commettre des violations des droits fondamentaux ou qui se placerait en obstacle aux enquêtes qui ont lieu actuellement. Et enfin, donc, il faut protéger la légalité vraiment des efforts humanitaires, donc, que ce soit les ONG qui secourent les personnes en mer, mais aussi sur terre ensuite les personnes qui accueillent et permettre à tout le monde de s'intégrer. Si une personne veut venir en Europe, elle doit pouvoir venir en Europe. Ça a été répété plusieurs fois pendant cette table ronde, mais la migration est une réelle richesse. C'est ce qui a construit l'Europe, c'est ce qui a construit la France. Et on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont une menace. Ce serait en fait renier notre héritage que de dire ça. Même l'héritage protestant qui a en France dû émigrer au gré des persécutions. Donc les protestants l'ont vécu, d'autres le vivent actuellement et nous devons nous montrer responsables et c'est à notre tour d'aider les autres. Nous avons été aidés et maintenant c'est à notre tour d'être responsables. Merci. Madame Keller, comment est-ce qu'au niveau du Parlement, donc, les actions de sauvetage en mer sont considérées, soutenues, éventuellement facilitées? Alors elles sont régulièrement effectivement débattues. Et on a actuellement des problèmes à l'intérieur de l'Europe. Pietro l'évoquait, on a un énorme problème italien, puisque les Italiens ont défini, vous l'évoquiez, des nouvelles réglementations, et Pietro aussi, donc qui exigent qu'un navire ne fasse qu'un sauvetage et retourne à un port d'attache, et puis ils sont très embêtants pour les ports d'attache, ils les cherchent assez loin de la route naturelle du navire, l'empêchant en fait de repartir dans des délais rapides pour sauver éventuellement un autre navire en perdition. Donc, on a un sujet italien, on a un sujet donc de l'importante zone de sauvetage en mer qui est sous là on parle d'eau internationale, mais qui est sous la responsabilité italienne, et on est en attente du jugement, enfin de la procédure judiciaire sur un navire, vous vous en souvenez sûrement, au début de l'année dernière, le 23 février, qui au large de Crotone, en fait, s'est fracassé avec une situation qu'on a décortiqué en commission inadmissible, c'est-à-dire que les autorités, parce que là pour le coup ils étaient déjà dans les eaux territoriales, donc les gardes-côtes les ont vus, sont allés au contact
sont retournés parce que la mer était démontée. Après, il y a un trou de 6 heures et après, on constate qu'il y a beaucoup de disparus, 200 personnes. Donc, il y a une affaire judiciaire en cours en Italie à ce sujet. M. Salvini est le ministre de l'Intérieur en charge des ports et des gardes-côtes. Donc, il est important, je pense qu'on peut en gros faire confiance à la justice italienne, qu'on comprenne exactement qui est responsable de quoi dans ce qui s'est passé. Donc, il y a un aspect respect des règles européennes dans les principes. Donc, le sauvetage en mer dans les eaux internationales pour le pays qui a la charge est une convention moyenâgeuse. Hein. Tout navire qui se situe près d'un navire en détresse doit se détourner pour sauver les vies humaines. Et c'est ça qui est à l'origine des grandes conventions donc, de sauvetage international. Donc après, on a un sujet grec, alors qui est notamment difficile en face des côtes turques. Et là, je voudrais dire, parce que je suis allée sur place, très compliqué, parce qu'on voit les côtes. Les Turcs ne font rien pour retenir les personnes qui traversent. Et donc les Grecs, visiblement, à certains moments, de manière excessive, essayent de faire retourner les gens vers la Turquie, pour ne pas qu'ils entrent dans leurs propres eaux territoriales. C'est une situation complexe. Elle est notamment parfois l'objet d'une instrumentalisation par la Turquie, qui fait tout ce qu'elle peut pour encourager les personnes à traverser. Donc c'est un sujet difficile, et les officiers des droits fondamentaux, ce que vous évoquiez un peu, qui viennent d'être recrutés à Frontex, ce que refusait le précédent directeur général, vont nous permettre, un peu comme une inspection générale de la police, d'y voir clair sur est-ce que le droit européen est respecté, est-ce que le droit des personnes à être sauvées est respecté, ou est-ce qu'on est dans une instrumentalisation qui fait l'objet d'un premier règlement, c'est probablement pas le dernier, mais qui est pris en compte dans le pacte asile-migration, et je pense que c'est bien qu'on adresse ce sujet. Ensuite, on a un sujet de scandale. Je suis allée voir sur place de la zone de sauvetage en mer maltaise, qui est énorme, qui est est-ouest, qui est très traversée. À Malte, il se dit que le téléphone ne répond pas. Bon, c'est intéressant. Et ensuite, si vous continuez vers l'Europe, vous arrivez dans la zone italienne ou la zone grecque. Mais c'est scandaleux. Les Maltais, aujourd'hui, n'assurent pas, c'est ce que considère l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, n'a fait aucun sauvetage en mer depuis 2 ans. Ce qui est incompréhensible. Et après, donc, on a un sujet, vous voyez, avec 3 pays européens, donc il faut qu'on fasse appliquer nos règles. Et on a un sujet beaucoup plus difficile qui est avec la Libye, qui n'est plus un État, qui est un ensemble de milices. On a un partenariat, paraît-il, mais en fait qui n'est pas géré par l'Europe, qui est délégué, dont la gestion est déléguée à l'Italie aujourd'hui. La même Italie qui n'est pas un interlocuteur commode avec le gouvernement de Mme Meloni. Donc, c'est des sujets qu'il nous faudra prendre à bras le corps. Pour moi, c'est vraiment le programme du prochain mandat, maintenant qu'on a des règles plus cohérentes, qu'on devrait être capable de quand même globalement mieux gérer, mieux dialoguer, plus se faire confiance entre États membres. C'est les sujets à venir, aux côtés des accords de développement et de partenariat avec les pays d'origine. Enfin, on a un sujet très policier, qui est de lutter contre les trafiquants, parce que tout ça, ça fait vivre quand même tout un système de gens extrêmement cyniques. Je vous expliquais, ils ne cherchent pas du tout à sauver les personnes, ils cherchent à gagner beaucoup d'argent sur leur désespoir et leur projet de vie meilleure. Et je partage ce que vous avez dit, Ulysse, tout à l'heure. Enfin, on doit être dans une situation très désespérée pour quitter son chez-soi. Donc c'est bien des gens... cette question de lutte contre les trafiquants est très travaillée. On a des réseaux incroyables entre les fabricants des bateaux, les gens qui traversent, les gens qui les récupèrent une fois qu'ils sont traversés. Et permettez-moi une parole ici sur les femmes. On sait qu'au début des parcours, elles sont là, minoritaires, mais elles sont présentes, alors qu'à l'arrivée, il n'y en a presque plus. Donc il y a aussi un sujet spécifique de maltraitance aggravée à l'égard des jeunes filles. Donc on est sur des sujets extrêmement difficiles, et je salue l'engagement de l'Église et d'ONG qui, aux côtés des autorités, essayent de progresser. Mais vous m'avez posé la question sur que fait le Parlement. Alors, Pietro l'évoquait, on a enfin adopté l'été dernier une résolution
adopté une majorité, courte mais une majorité, qui souhaite le développement du sauvetage en mer. Donc c'est vrai que l'idée de remettre en route une opération type Sophia ou Mare Nostrum c'est notre perspective. On sait en fait, on connaît tous les bâtiments en détresse dans la Méditerranée. Frontex, avec ses avions, a une connaissance exhaustive de toutes les zones de sauvetage en mer, libyenne, maltaise, italienne, grecque. Par contre, le pilotage des secours est assuré par le pays responsable de la zone de sauvetage, et c'est là qu'on tombe sur 3 pays européens et la Libye, avec lesquels il faut rentrer dans des nouvelles pratiques. Donc faisons d'abord le travail en européen, et puis après adressons aussi la question libyenne, qui est dramatique d'après les témoignages qu'on a, mais qui sont très parcellaires, puisqu'il n'y a plus de représentation diplomatique, il n'y a plus d'ONG en Libye, tellement la situation est calamiteuse. Merci. Voilà un engagement fort. On va terminer le tour de table avec M. de Fotstrom. Donc vous avez contribué à mettre un bateau déjà sur la mer, ou je ne sais pas s'il y a plusieurs bateaux, peut-être 3 bateaux, je me trompe. Oui. Aujourd'hui, face à l'urgence qui n'arrête pas d'être urgente, quelles sont les actions que l'on peut soutenir de votre point de vue? Also, ich glaube, dass 3 Punkte. Dankbar für das, was Fabienne Keller gesagt hat. Und der erste Punkt hat auch sehr damit zu tun, mit den Behinderungen der Seenotrettung durch die italienischen Behörden. Ich habe auch von einem Arzt, der mitgefahren ist, ein Beispiel gehört, wo Malta... pardon. Ich habe keinen Ton. Non. Ça marche. Alors actuellement, nous avons la situation suivante. Il y a 3 navires que nous soutenons dans le cadre de United for Rescue, CI4 et 2 autres bateaux. Donc il y a un bateau qui est donc bloqué. Donc 2 bateaux sont en route et un 3e bateau a fait ce que Fabienne Keller a dit. Donc le bateau a trouvé sur le chemin vers le prochain port d'autres personnes en danger, les a sauvées. Et c'est vraiment incroyable de voir que le fait de secourir d'autres personnes crée un problème juridique. Et l'Europe accepte cette situation. Donc voilà. Mais on voit que ce sont les souverainetés nationales. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc l'Europe ne l'accepte pas, je l'espère. J'espère que cela aura des conséquences pour que cela s'arrête. Donc le fait de bloquer des bateaux. En 2020, j'ai mené des négociations avec la ministre des Transports italienne et avec les responsables des gardes côtiers. Ça s'est fait par Zoom. Le pape était également impliqué. Et à l'époque, on avait donc la possibilité, lorsque les bateaux étaient bloqués, donc de discuter avec eux. Et il faut en avoir conscience. Donc il y avait des règles qui étaient violées, qui concernaient ces bateaux. Et l'une de ces règles disait qu'il y avait trop de gilets de sauvetage. Alors c'était des bateaux qui avaient plus de gilets de sauvetage que prévu, qu'autorisé sur les bateaux. Et on leur avait dit que c'était des règles qui n'étaient pas respectées. Et ils avaient aussi plus de toilettes. Voilà, c'est ce qu'on leur a dit. Et c'était la raison pour laquelle on a bloqué pendant longtemps ces bateaux. Donc il y a eu des procès. Et heureusement, la justice italienne essaie vraiment de limiter l'action du gouvernement. Donc il y a eu quelques succès au niveau juridique. Mais il faut aussi se dire que ces procédures juridiques sont vraiment très complexes pour les sauveteurs en mer. Juventa, un autre bateau qui a été bloqué par le gouvernement italien, et on a accusé l'équipage. Donc le procès s'est terminé au bout de longues années. Et lorsque j'ai rendu visite à Sea-Watch 5, j'ai vu ce bateau, j'ai vu Juventa, et maintenant c'est un bateau qui est tout rouillé, en mauvais état. Voilà, on ne peut plus compter dessus. Et pour les demandes en dommages et intérêts, ce sont des procès qui sont très longs, sur plusieurs années. Et
cela a des conséquences néfastes sur les personnes. Donc, c'est très usant. Voilà. Après, encore 2 aspects qui me tiennent à cœur. Alors, ceux qui donnent de l'argent à United for Rescue soutiennent